Stéphane Dubois poussa la porte de sa grande maison de campagne en Provence après une année entière d'absence. L'odeur d'ordure le frappa comme un coup de poing en plein visage, une puanteur aigre et suffocante qui s'accrochait au fond de sa gorge. Il suivit la piste de saleté et de détritus qui serpentait sur le carrelage autrefois immaculé, descendant un escalier en colimaçon vers l'obscurité de la cave. Et là, ils étaient. Léo et Manon, ses jumeaux de 7 ans, recroquevillés sur le sol en béton froid, blottis sur des cartons souillés. Léo, les mains noires de crasse, fouillait dans un sac poubelle éventré avec une concentration morbide. Manon mâchait lentement une peau d'orange noircie et pourrie, ses yeux vides, complètement perdus dans un ailleurs insondable. Aucun des deux ne leva la tête quand il entra. Aucun ne courut se jeter dans ses bras. Ils portaient les mêmes vêtements que le jour de son départ, il y a 12 mois, des vêtements qui pendaient maintenant sur leur corps décharné comme des haillons. La peau de leur visage était d'un gris cireux, maladif. Léo sortit quelque chose du sac et le porta à sa bouche. Stéphane sentit ses jambes flageoler, le sol semblant se dérober sous ses pieds. C'est alors qu'il entendit le claquement de talons dans l'escalier. Sa femme, Sandrine, descendait lentement, chaque pas résonnant dans le silence glacial de la cave. Quand elle apparut dans l'encadrement de la porte, il vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Quelque chose de sombre, de dur, qui lui glaça le sang. « Tu es arrivé » dit-elle d'un ton bien trop calme. « Il était temps que tu connaisses la vérité. Je m'appelle Lucas Martin et ce que je vais vous raconter aujourd'hui va vous fendre l'âme. Mais avant, dites-moi, d'où est-ce que vous m'écoutez? Laissez un commentaire, je les lis toujours tous. Et si vous aimez les récits comme celui-ci, abonnez-vous, comme ça je pourrai vous en apporter beaucoup d'autres. » Stéphane était incapable de bouger. Ses jambes semblaient être faites de plomb, clouées au sol immonde de la cave. Il regardait ses enfants comme s'ils étaient des fantômes, des spectres irréels. Léo continuait de fouiller les ordures avec des mouvements mécaniques, automatiques. Manon mâchait sa peau d'orange putréfiée, lentement, sans lever les yeux, sans même ciller. C'était comme s'ils n'étaient pas là, comme s'ils avaient oublié jusqu'à son existence. Qu'est-ce que, il essaya de parler, mais sa voix se brisa. Il se racla la gorge, la sentant sèche comme du papier de verre. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Les mots sortirent à peine, un murmure rauque et étranglé. Il tourna son regard vers sa femme, Sandrine, cherchant des réponses sur son visage, mais elle se contentait de le fixer avec ce calme étrange, cette froideur qu'il ne lui avait jamais connue. Elle avait les bras croisés, appuyés contre le chambranle de la porte. « Qu'est-ce qui leur est arrivé ?» répéta Sandrine, presque sur un ton de moquerie. « Rien que tu n'aies provoqué. » Elle se détacha du mur et s'avança vers lui d'un pas lent, calculé. Le claquement de ses talons sur le béton résonnait comme des coups de marteau. Stéphane recula instinctivement. Il y avait dans sa démarche quelque chose de menaçant qui lui donnait la chair de poule. Quelque chose de dangereux. 12 mois plus tôt, tout avait été si différent. Stéphane Dubois était le propriétaire de 3 concessions de voitures de luxe à Paris. Il vendait des Mercedes, des Audi, des Porsche. Il gagnait en un mois ce que beaucoup ne gagnaient pas en 10 ans. Il vivait dans cette immense maison de campagne à 3 étages en Provence, avec piscine chauffée, cours de tennis et un garage où il gardait 5 voitures de collection. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il n'était jamais à la maison. Il y avait toujours une réunion plus importante, un client plus influent, une affaire plus juteuse. Il partait à 7 heures du matin et rentrait après minuit. Les week-ends, il les passait à jouer au golf avec des partenaires, à dîner avec des investisseurs, à voyager à Cannes ou à Monaco pour conclure des affaires. Sandrine se plaignait au début. Elle lui disait que les enfants avaient besoin de lui, qu'elle avait besoin de lui. Mais Stéphane avait toujours la même réponse. « Je fais tout ça pour vous », disait-il en désignant la maison, les voitures, les vêtements de marque, pour que vous ne manquiez de rien. Et Sandrine finissait par se taire, en pinçant les lèvres, en baissant le regard. Stéphane pensait qu'elle comprenait, qu'elle avait accepté le prix du succès. Il ne s'était jamais arrêté pour lui demander si elle allait bien. Il n'avait jamais remarqué comment ses yeux commençaient à s'éteindre jour après jour. Les jumeaux, Léo et Manon, avaient 6 ans quand tout a commencé à s'effondrer. C'étaient des enfants brillants, pleins d'énergie. Léo voulait être astronaute et passait des heures à dessiner des fusées et des planètes. Manon aimait les animaux et rêvait d'avoir un chien.
Ils partageaient la même chambre au deuxième étage de la maison, décorée avec du papier peint représentant des étoiles et des nuages. Ils avaient des jouets coûteux qu'ils n'utilisaient jamais. Ce qu'ils voulaient, c'était que leur père joue avec eux. Stéphane leur faisait constamment des promesses. Samedi prochain, on va au parc, disait-il. Le mois prochain, je t'achète ce chien, Manon. La semaine prochaine, je t'apprends à faire du vélo, Léo. Mais le samedi suivant, il y avait toujours un déjeuner d'affaires. Le mois prochain n'arrivait jamais. La semaine prochaine se transformait en la suivante. Et la suivante. Les enfants cessèrent de lui demander des choses, cessèrent de l'attendre à la porte, cessèrent de lui dessiner des cartes d'anniversaire. Sandrine avait essayé. Elle avait essayé de lui parler, de le faire asseoir, de lui faire voir ce qu'il était en train de perdre. Ils grandissent, Stéphane, lui avait-elle dit un soir alors qu'il vérifiait ses emails sur son téléphone pendant le dîner. Léo m'a demandé hier si tu vivais encore ici. Stéphane leva à peine les yeux une seconde. N'exagère pas, Sandrine. Les enfants vont bien, ils ont tout ce dont ils ont besoin. Et il continua à écrire, sans voir comment elle fermait les yeux pour retenir ses larmes. Puis arriva l'opportunité que Stéphane avait attendue toute sa vie. Un investisseur parisien voulait ouvrir une chaîne de concession de voitures électriques dans toute la France. Il avait besoin d'un partenaire, quelqu'un avec de l'expérience, des contacts, une vision, et il avait pensé à Stéphane. L'offre était millionnaire, mais il y avait une condition. Il devait partir à Lyon pendant 1 an pour apprendre le métier, connaître l'opération, établir des contacts. Ce n'est qu'1 an, dit Stéphane à Sandrine le soir où il reçut l'offre. Ils étaient dans la chambre, elle assise sur le lit, lui debout près de la fenêtre, regardant les lumières lointaines. 12 mois et je reviens 3 fois plus riche. On pourra acheter une maison sur la Côte d'Azur, voyager dans le monde entier, donner aux enfants la meilleure éducation. Sandrine ne dit rien, elle le regardait simplement, les mains posées sur ses genoux, les serrant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Et nous » demanda-t-elle finalement d'une voix si basse que Stéphane faillit ne pas l'entendre. « Et les enfants » Léo a 7 ans le mois prochain. Manon entre en 2e primaire. Stéphane se tourna vers elle avec ce sourire confiant qu'il utilisait pour conclure des affaires. Ils iront bien. Tu es une excellente mère et je les appellerai tous les jours. En plus, je vous enverrai de l'argent supplémentaire. Tout ce dont vous aurez besoin. Sandrine le fixa longuement. Stéphane vit quelque chose dans ses yeux qu'il ne sut pas interpréter, quelque chose comme de la résignation, comme un adieu. Fais ce que tu veux, Stéphane, dit-elle finalement. Tu le fais toujours. Elle se glissa sous les draps et éteignit la lumière de son côté. Stéphane resta là, debout dans l'obscurité, ressentant un malaise étrange dans sa poitrine, mais il le chassa. C'était pour le bien de tous. Il le fallait. Il partit 2 semaines plus tard. Les enfants ne pleurèrent pas quand il leur dit au revoir. Cela le blessa un peu, bien qu'il ne l'admît pas. Ils l'enlacèrent rapidement, comme pour accomplir un protocole, et retournèrent en courant à leurs dessins animés. Sandrine l'accompagna jusqu'à la porte. Elle ne l'embrassa pas, lui donna juste une étreinte froide et courte. « Prends soin de toi », dit-elle sans le regarder dans les yeux et ferma la porte avant même qu'il n'atteigne la voiture. Les premiers mois à Lyon furent excitants. Stéphane vivait dans un appartement moderne. Il assistait à des réunions dans des immeubles de verre. Il dînait dans des restaurants étoilés. Il rencontrait des gens influents. Il appelait à la maison 1 fois par semaine, le dimanche. Les conversations étaient courtes, gênantes. Les enfants n'avaient pas grand-chose à dire. Sandrine répondait par monosyllabes. « Comment vont-ils ? » ?»« Bien. »« Tout est en ordre ? » ?»« Oui. »« Vous avez besoin de quelque chose ? » ?»« Non. » Avec le temps, les appels s'espacèrent. 1 fois toutes les 2 semaines, puis 1 fois par mois. Stéphane avait toujours une excuse, une réunion importante, un dîner avec des investisseurs, un voyage à Bordeaux ou à Strasbourg. La vérité était plus simple et plus sombre. Il ne savait pas quoi leur dire. Il ne savait pas comment parler à ses propres enfants. Et chaque fois qu'il entendait la voix distante de Sandrine, il ressentait une culpabilité qu'il préférait ne pas affronter. Alors il arrêta d'appeler. L'argent, par contre, ne manqua jamais.
Stéphane transférait des sommes généreuses chaque mois. 10 000, 15 000, 20 000 euros. Plus que nécessaire, bien plus. C'était sa façon d'être présent, sa façon de dire « je vous aime » sans avoir à le dire. Il pensait que l'argent compensait tout, que tant que leur compte en banque était plein, il n'y avait rien à craindre. Il ne se demanda jamais si Sandrine utilisait cet argent. Il ne se demanda jamais pourquoi faire. À Lyon, Stéphane rencontra Chloé. C'était l'assistante de l'investisseur parisien. Une femme de 32 ans, élégante, intelligente, avec un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Ils commencèrent à travailler ensemble, puis à prendre un café après les réunions, puis à dîner. Stéphane n'avait pas prévu que ça arrive, mais c'est arrivé. Il se sentait seul, incompris. Et Chloé l'écoutait, l'admirait, le faisait se sentir important. Pas comme Sandrine, qui dernièrement ne le regardait qu'avec des yeux fatigués, pleins de reproches silencieux. La relation avec Chloé devint rapidement intense. Ils passaient des week-ends sur la côte, voyageaient ensemble pour des présentations, partageaient un monde que Stéphane sentait plus réel que celui qu'il avait laissé en Provence. Il cessa de penser à sa famille, cessa de ressentir de la culpabilité, se convainquit qu'il méritait d'être heureux, qu'il avait travaillé trop dur pour ne pas s'offrir le luxe de vivre un peu. Les mois passèrent à toute vitesse. Quand l'année fut écoulée, l'investisseur lui proposa de rester 6 mois de plus pour « consolider », dit-il. Stéphane accepta sans réfléchir. Il envoya un message à Sandrine. « Je dois rester 6 mois de plus. C'est important. Je continue à vous envoyer de l'argent. » Sandrine lut le message, mais ne répondit jamais. Stéphane le remarqua, sentit une pointe désagréable dans son estomac, mais se distraya avec le travail. Il y avait toujours du travail à faire. Mais au bout de 5 mois, tout s'écroula. L'investisseur parisien s'avéra être un escroc. Il n'y avait pas de voitures électriques, pas de chaîne de concession. C'était un gigantesque système de Ponzi et Stéphane n'avait été qu'une pièce de plus dans l'engrenage. Quand la police arriva dans les bureaux, Stéphane était en réunion. Ils le sortirent menotté devant tout le monde. Chloé disparut ce même après-midi, sans un au revoir, sans un appel. 2 semaines plus tard, Stéphane fut libéré sous caution, ruiné et humilié. Il perdit tout. Ses économies, ses investissements, les 3 concessions qu'il avait laissées à Paris furent saisies pour des dettes dont il ignorait l'existence. Son associé à Paris, profitant de son absence, avait vidé les comptes. Stéphane essaya de récupérer quelque chose, mais les avocats ne firent que lui soutirer plus d'argent. Finalement, il dut accepter la réalité. Il était fauché. Il n'était plus millionnaire. C'était un homme de 43 ans sans un sou, sans réputation, sans rien. La seule chose qui lui restait était la maison en Provence. Elle était au nom de Sandrine, donc les créanciers ne purent pas y toucher. Stéphane acheta un billet d'avion de dernière minute avec la seule carte de crédit qui fonctionnait encore. Il n'avertit pas Sandrine de son retour. Il voulait lui faire la surprise. Il voulait arriver et tout arranger. Il pensait qu'elle serait soulagée de le voir, que les enfants couraient l'embrasser, qu'il pourrait recommencer à zéro. Le vol fut long, interminable. Stéphane regarda par le hublot pendant des heures, observant les nuages, pensant à ce qu'il leur dirait. Il avait répété un discours, qu'il était désolé, qu'il avait fait des erreurs, qu'il allait tout récupérer, que maintenant, il serait présent. Cela sonnait bien dans sa tête, cela sonnait sincère. Quand l'avion atterrit, Stéphane sentit un nœud dans son estomac. Le trac, pensa-t-il. Juste le trac. Il prit un taxi depuis l'aéroport. Le chauffeur essaya d'engager la conversation, mais Stéphane se contentait de regarder par la fenêtre, voyant la ville défiler. Tout semblait identique, comme si le temps ne s'était pas écoulé. Mais quelque chose dans sa poitrine lui disait que rien ne serait plus jamais pareil. Quand le taxi s'arrêta devant sa maison, Stéphane resta assis un moment, regardant la façade. Les fenêtres étaient sales, le jardin à l'abandon, la peinture de la porte s'écaillait. Il paya le chauffeur, prit sa valise et se dirigea vers l'entrée. Sa main tremblait en insérant la clé dans la serrure. Il prit une profonde inspiration, tourna la clé, poussa la porte, et l'odeur d'ordure le frappa comme un coup de poing. Et maintenant, il était dans la cave, regardant ses enfants manger les restes des poubelles, regardant sa femme avec ses yeux qu'il ne reconnaissait pas,
et une question lui martelait le cerveau. Une question qu'il avait peur de poser, mais qu'il ne pouvait contenir. Pourquoi? Murmura-t-il. Pourquoi tout ça? Sandrine s'approcha encore, jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres de lui. Stéphane put voir les cernes profonds sous ses yeux, les nouvelles rides sur son front. Parce que j'ai décidé que tu devais voir, dit-elle d'une voix si froide qu'elle lui hérissa les poils. J'ai décidé que tu devais comprendre ce que ça fait de tout perdre. Stéphane secoua la tête, sans comprendre. De quoi tu parles? Je vous envoyais de l'argent, Sandrine. Beaucoup d'argent. Où est-il? Sandrine sourit. Ce n'était pas un sourire heureux, c'était un sourire brisé, plein de douleur et de quelque chose d'autre, qui ressemblait à de la vengeance. L'argent? Demanda-t-elle en penchant la tête. Ah, Stéphane, l'argent est en sécurité. Chaque euro que tu as envoyé. Je n'ai jamais touché un centime. Stéphane sentit son sang se glacer. Ce n'était pas possible. Elle ne pouvait pas être en train de dire ce qu'il croyait qu'elle disait. Tu nous as laissés seuls, continua Sandrine, la voix tremblante maintenant, se brisant. Tu nous as abandonnés pendant une année entière. Alors j'ai décidé de te montrer ce que cela signifie. Stéphane regarda les enfants, toujours blottis sur le sol, toujours en train de manger des ordures. Il regarda Sandrine, les larmes coulant sur ses joues, et il comprit. Il comprit que la femme qu'il avait aimée n'existait plus, que quelque chose en elle s'était brisé, et que c'était lui qui tenait le marteau. Stéphane fit un pas vers les enfants, mais Sandrine lui bloqua le chemin. Ne les touche pas, dit-elle d'une voix tranchante comme du verre brisé. Il la regarda, sans comprendre, les mains tremblantes le long du corps. Ce sont mes enfants, murmura-t-il. Nos enfants. Sandrine laissa échapper un rire. Sec, amer, qui ne ressemblait en rien à un rire. Vraiment? Depuis quand? Les mots lui tombèrent dessus comme des pierres. Stéphane ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Léo, Manon, dit Stéphane, essayant de paraître calme, de paraître comme un père. Les enfants ne réagirent pas. Ils restaient là, dans leur monde de carton et d'ordures, comme s'il était invisible. Regardez-moi, s'il vous plaît. Rien. Pas un clignement d'yeux, pas un mouvement. C'était comme s'ils étaient en transe, comme s'ils avaient appris à se déconnecter de tout. Stéphane sentit quelque chose se déchirer en lui, quelque chose de profond et de vital. Il s'agenouilla sur le sol sale, sans se soucier du costume qu'il portait. Il rampa vers Léo et étendit la main pour toucher son épaule. L'enfant se recroquevilla, s'éloignant de lui comme si son contact le brûlait. C'était pire que n'importe quel cri, pire que n'importe quelle insulte. Stéphane laissa tomber sa main, vaincu. « Qu'est-ce que tu leur as fait ?» demanda-t-il en regardant Sandrine avec des yeux humides. « Qu'est-ce que tu leur as fait pour qu'ils aient peur de moi ?» Sandrine se laissa glisser contre le mur de la cave, jusqu'à s'asseoir sur le sol. Elle serra ses genoux dans ses bras, regardant dans le vide. « Je ne leur ai rien fait, dit-elle d'une voix brisée. C'est toi. Tu leur as appris que leur père n'existe pas, que peu importe à quel point ils ont besoin de lui, il ne sera jamais là. Stéphane secoua la tête, désespéré. Mais j'appelais, j'envoyais de l'argent. Je construisais un avenir pour eux. Un avenir? Sandrine leva les yeux et Stéphane vit dans son regard une douleur si profonde qu'elle lui coupa le souffle. Stéphane, ils n'avaient pas besoin d'un avenir de millionnaire. Ils avaient besoin d'un père maintenant. Un père pour les emmener à l'école, pour leur lire une histoire avant de dormir, pour être là quand Léo a fait des cauchemars pendant 3 mois d'affilée, quand Manon est tombée de vélo et s'est cassé le bras. Tu sais qui était là? Moi. Toujours seul. Stéphane se passa les mains sur le visage. Ses yeux le brûlaient. Je ne savais pas que Manon s'était cassé le bras, murmura-t-il. Le silence qui suivit fut écrasant. Sandrine le fixait, attendant qu'il comprenne ce qu'il venait de dire, ce qu'il venait d'admettre. Qu'il ne savait pas. Que sa fille s'était cassé un os et qu'il n'en avait même pas eu connaissance. C'était il y a 5 mois, dit Sandrine finalement. Je t'ai envoyé 3 messages. Tu n'as jamais répondu. Stéphane se souvint vaguement d'avoir vu des messages de Sandrine, mais il était à un dîner important ce soir-là avec Chloé.
Il s'était dit qu'il répondrait plus tard. Et ce, plus tard, n'est jamais arrivé. Je suis désolé, dit-il. Et les mots sonnèrent creux, même pour lui. Sandrine rit de nouveau de ce son vide et brisé. Tu es désolé. Stéphane, il y a des choses que désolé ne répare pas. Il y a des blessures qui ne se referment pas. Et tu as fait des blessures très profondes à tes enfants. Mais toi. Stéphane éleva la voix, sentant la colère se mêler à la culpabilité. Tu avais de l'argent, beaucoup d'argent. Pourquoi les as-tu laissés vivre comme ça? Sandrine le regarda avec une intensité qui lui hérissa la peau. Parce que je voulais que tu vois. J'avais besoin que tu comprennes ce que ça fait d'être seul, d'être abandonné, d'être brisé. Stéphane secoua la tête, n'arrivant pas à y croire. Tu es malade. C'est de la maltraitance. De la maltraitance? Sandrine se releva d'un bond, les poings serrés. Tu me parles de maltraitance? Toi, qui les as abandonnés pendant une année entière? Toi, qui leur a promis 1000 choses et n'en a jamais tenu une seule? Toi, qui étais trop occupé à coucher avec ton assistante à Lyon pour appeler tes propres enfants? Stéphane sentit le sol tanguer sous ses pieds. Comment, sa voix sortit étranglée. Comment sais-tu pour Chloé? Sandrine sortit son téléphone de sa poche avec des doigts tremblants, fit glisser l'écran et le lui montra. Des photos, des dizaines de photos. Stéphane avec Chloé dans des restaurants, s'embrassant sur une plage, entrant ensemble dans un hôtel. Stéphane sentit la bile lui monter à la gorge. J'ai engagé un détective privé, dit Sandrine d'une voix plate, morte. Au bout de 3 mois, quand tu as arrêté d'appeler, quand j'ai commencé à soupçonner. Stéphane ne pouvait détacher ses yeux des photos. Il était là, souriant, heureux, enlaçant une autre femme pendant que sa famille s'effondrait en Provence. Alors, tu savais? Murmura Stéphane. Depuis tout ce temps? Sandrine rangea le téléphone. Oui. Et chaque virement que tu envoyais me faisait plus mal, parce que je savais que cet argent était ta façon d'acheter le silence de ta conscience. Stéphane voulut nier. Il voulut dire que ce n'était pas comme ça, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge parce qu'au fond, il savait qu'elle avait raison. Alors, tu as décidé de me punir, dit Stéphane, la gorge nouée. Tu as décidé de punir nos enfants pour me donner une leçon. Sandrine le regarda dans les yeux, sans ciller. Je ne les ai pas punis, eux. Je les ai protégés de quelque chose de pire. Je les ai protégés de grandir en pensant que l'argent remplace l'amour. Stéphane secoua la tête. C'est de la folie. Tu les as fait manger dans les poubelles, Sandrine. Ils ont mangé ce que j'ai mangé, répondit Sandrine. Et pour la première fois, Stéphane remarqua à quel point elle était maigre, les pommettes saillantes, les vêtements flottant sur son corps. Quand j'ai décidé de ne pas toucher à ton argent, j'ai décidé que nous vivrions avec ce que nous avions vraiment. Sans toi. Comme une famille véritablement abandonnée. Elle se toucha le ventre comme si elle avait mal. J'ai vendu mes bijoux, mes vêtements, tout ce que j'ai pu. Quand tout a été épuisé, nous avons commencé à manger ce que nous trouvions. Ce que les gens jetaient. Stéphane la regardait, horrifié. Tu aurais pu demander de l'aide, Sandrine eut un rire amer. Ma famille? Stéphane, tu as coupé tout contact avec eux il y a des années. Mes amis? Elles ont arrêté de venir quand tu as commencé à annuler toutes nos soirées. Tu m'as isolé, Stéphane. Et quand tu es parti, je me suis rendu compte que je n'avais personne. Les mots le frappèrent comme des coups de poing. Il se souvint des fois où il avait critiqué la mère de Sandrine, des fois où il avait convaincu Sandrine qu'il n'avait besoin que l'un de l'autre. Mais il n'avait jamais été là. Elle s'était retrouvée complètement seule. Ce n'était pas mon intention, murmura-t-il. Sandrine s'approcha de lui, les yeux brillants de larmes et de rage. Tu m'as enfermée, tu m'as rendue dépendante de toi, et puis tu m'as abandonnée. Elle essuya ses larmes du revers de la main. Les 2 premiers mois, j'ai essayé d'être forte. Je disais aux enfants que papa reviendrait bientôt. Mais ils ont commencé à poser des questions. Pourquoi il n'appelle pas? Pourquoi il ne répond pas à nos messages? Il ne nous aime plus? Et je n'avais pas de réponse. Sa voix se brisa. Au 3e mois, Léo a complètement cessé de parler.
Les professeurs m'ont appelé. Ils disaient qu'ils s'asseyaient dans un coin et n'interagissaient avec personne. Le psychologue a dit que c'était un mutisme sélectif dû à un traumatisme émotionnel. Stéphane regarda Léo, toujours recroquevillé. L'enfant qui voulait être astronaute. Maintenant une ombre silencieuse. Pendant combien de temps? Demanda Stéphane d'une voix à peine audible. 4 mois sans dire un mot, répondit Sandrine. Il n'a recommencé à parler qu'il y a 3 semaines. Et la première chose qu'il a dite, c'est « Papa est mort, c'est ça ?» Stéphane sentit quelque chose en lui se briser définitivement. Les larmes commencèrent à couler sur son visage, incontrôlables. Et Manon, Sandrine regarda sa fille avec une tendresse douloureuse. Manon a commencé à avoir des crises de panique. Elle se réveillait la nuit en hurlant. Une nuit, elle s'est évanouie. Je l'ai emmenée à l'hôpital. Ils m'ont dit que c'était de l'anxiété sévère. Chez une enfant de 7 ans, Stéphane. Anxiété sévère. Stéphane se couvrit le visage de ses mains, sanglotant. Les enfants ne réagirent pas à ses pleurs. Ils avaient appris que les adultes pleuraient, que la douleur était normale. J'ai dû les retirer de l'école, dit Sandrine. Je ne pouvais plus payer. Et même si j'avais pu utiliser ton argent, j'ai décidé que je ne le ferais pas. Stéphane leva les yeux, rouge et gonflé. Mais les enfants ne doivent pas payer pour mes erreurs, dit-il. Ils ne méritent pas ça. Sandrine s'agenouilla à côté de lui. Tu as raison. Ils ne méritent pas ça. Ils méritaient un père qui les aime plus que son argent. Et ils ne l'ont pas eu. Qu'est-ce que tu voulais qu'il se passe, Sandrine? Demanda Stéphane avec désespoir. Que je revienne, que je voie ça et que je me sente coupable? Que je souffre? Mission accomplie. Je suis détruit. Tu es contente, maintenant? Sandrine secoua la tête lentement. Il ne s'agit pas que tu souffres. Il s'agit que tu comprennes. Que tu vois ce que tu as provoqué. Il y eut un long silence. Et maintenant? Demanda-t-il. Qu'est-ce que je suis censé faire? Sandrine se leva et se dirigea vers l'escalier. Maintenant, c'est à toi de décider. Tu peux repartir. Ou tu peux rester et réparer le désastre que tu as causé. Mais si tu restes, ce n'est pas avec de l'argent. C'est avec ton temps, ta présence, ton amour. Je reste, dit Stéphane sans réfléchir. Les mots sortirent d'un endroit profond, instinctif. Je reste. Je vais arranger ça. Sandrine s'arrêta sur la première marche, sans se retourner. Tu ne pourras pas l'arranger, Stéphane. Certaines choses ne s'arrangent pas. On vit avec, c'est tout. Elle monta les marches lentement et disparut. Stéphane resta là, agenouillé dans la cave, regardant ses enfants. 2 enfants qui ne le reconnaissaient plus. Il s'approcha lentement de Manon. Elle le regarda pour la première fois. Ses yeux étaient grands, vides. « Salut, ma princesse » dit Stéphane en essayant de sourire, la voix tremblante. Manon pencha la tête, l'étudiant comme un étranger. « Tu es le monsieur du téléphone » demanda-t-elle d'une voix petite et fragile. Stéphane ne comprit pas. Le monsieur qui est sur le téléphone de maman. Celui qui fait pleurer maman. Stéphane sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. C'était ça, ce qu'il était pour sa fille. L'homme des photos. Oui, murmura-t-il, incapable de mentir. C'est moi. Je suis ton papa. Manon hocha la tête lentement. Maman dit que les papas s'en vont. Mais toi, tu es revenu. Ce n'était pas une question, c'était une observation simple, dévastatrice. Je suis revenu, confirma-t-il, et je ne repartirai plus. Je te le promets. Les mots sonnaient creux après toutes les promesses rompues. Manon le regarda longuement, puis retourna son attention vers le sac poubelle. Les promesses, ça ne sert à rien, dit-elle de sa petite voix. Il n'y a que la nourriture qui sert. Stéphane sentit qu'il ne pouvait plus respirer. Il se leva avec des jambes tremblantes et monta les escaliers. Il trouva Sandrine dans la cuisine, assise par terre. La cuisine était dévastée. Placard vide, réfrigérateur débranché et ouvert. Où est l'argent?
demanda Stéphane. Sur un compte en banque. Tout. Je vais acheter à manger. De la vraie nourriture. Ils ne la mangeront pas, dit Sandrine. Leurs estomacs ne tolèrent plus la nourriture normale. J'ai essayé. Ils vomissent. Leur corps s'est habitué à survivre avec presque rien. Stéphane s'agrippa au cadre de la porte. Mon Dieu, murmura-t-il. Que avons-nous fait? Demande-toi ce que tu as fait, toi, dit Sandrine. Moi, ma réponse a été d'essayer de te faire voir. De te montrer le goût de l'absence, l'odeur de l'abandon. Stéphane sortit de la maison en trébuchant. L'air extérieur lui parut trop pur. Il marcha sans but, pleurant en pleine rue. Il entra dans une épicerie et acheta du pain frais, du lait, des fruits. Des choses simples. Quand il rentra, il posa les sacs sur la table poussiéreuse. J'ai apporté à manger. Sandrine regarda les sacs. Il faudra qu'il mange petit à petit. De petites portions. Stéphane descendit à la cave avec une assiette de pain. Les enfants le regardèrent avec méfiance. J'ai apporté du pain, dit-il d'une voix douce. Il s'assit loin d'eux et posa l'assiette entre deux. Après une éternité, Léo s'approcha en rampant, prit un morceau, le sentit, et y mordit timidement. Ses yeux s'écarquillèrent. Manon le vit et s'approcha aussi. Ils mangèrent lentement, prudemment, comme des animaux effrayés. Cette nuit-là, Stéphane dormit sur le sol du salon. Il n'y avait pas de meubles. Sandrine avait tout vendu. Il s'enroula contre le mur, tremblant de froid et de peur. Au-dessus, il entendait les pas de Sandrine, les gémissements des enfants dans leur cauchemar. Il sut que cela ne faisait que commencer. Les jours suivants furent un enfer lent et silencieux. Stéphane passait son temps assis dans la cave, près des enfants, leur parlant à voix basse. Il nettoyait autour d'eux pendant qu'ils le regardaient avec des yeux vides. Au 4e jour, il demanda à Sandrine « Depuis combien de temps ils vivent comme ça ?» 6 mois, dit-elle finalement. Les 6 premiers mois, j'ai essayé de garder les apparences. Mais quand j'ai vu les photos de toi avec elle, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai décidé que si tu pouvais vivre sans nous, nous vivrions sans toi, pour de vrai. 6 mois à manger des ordures, répéta Stéphane. Et tu n'as jamais pensé à arrêter? Sandrine se tourna vers lui, les yeux rouges. Chaque jour, j'y pensais. Mais ensuite, je regardais ton profil sur les réseaux sociaux, tes photos dans des restaurants chics, tes selfies à la plage. Et je me demandais pourquoi c'était à moi d'être forte pendant que tu vivais ta vie parfaite. Alors j'ai continué. Pour leur montrer ce que nous valions vraiment pour toi. Rien. Vous valiez tout pour moi, plaida-t-il. Sandrine eut un rire amer. Nous valions le prix d'un virement mensuel. Une obligation que tu remplissais pour dormir tranquille. Mais nous n'avons jamais été ta priorité. Les mots étaient des couteaux. Laisse-moi réparer ça, supplia Stéphane. Dis-moi quoi faire. Ça ne se répare pas, Stéphane. Ce sont des vies brisées, des enfances volées. La seule chose que tu puisses faire, c'est d'être là. Tous les jours. Chaque heure. Jusqu'à ce que, peut-être, un jour, ils décident de te pardonner. S'ils le font. Cet après-midi-là, Stéphane s'assit à côté de Léo. L'enfant dessinait sur un carton avec un bout de charbon. Pourquoi tu es parti? La voix était si petite. Pour le travail, répondit Stéphane. Je pensais que c'était la bonne chose à faire. Et c'était la bonne chose à faire? Non, dit Stéphane, la voix brisée. Non. C'était la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Léo hocha la tête lentement. Maman disait que tu ne reviendrais pas. Mais j'espérais que si. Les mots l'écrasèrent. Je suis désolé, mon fils. Tellement désolé. Léo le regarda enfin. Ses yeux étaient vieux, trop vieux pour un enfant de 7 ans. Les excuses ne changent rien. Une semaine après son retour, Stéphane monta au 2e étage. La chambre des enfants était vide. Sur le sol, un dessin de Léo. La famille. Mais le père était barré de traits noirs épais, effacé. Sandrine apparut derrière lui.
Il a fait ça il y a 4 mois. Le jour de l'anniversaire de ton départ. Stéphane tenait le dessin, les mains tremblantes. Pourquoi l'as-tu gardé? Pour me souvenir, dit-elle. Pour me souvenir pourquoi je faisais ça. Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Ce que tu as fait, Sandrine, dit-il, ce n'était pas juste pour me donner une leçon, n'est-ce pas? Elle le regarda longuement. Non. C'était aussi une punition pour moi. Pour t'avoir choisi. J'ai pensé que si je nous faisais assez souffrir, je pourrais peut-être nous purger de toi. T'effacer, comme Léo t'a effacé du dessin. Mais ça n'a pas marché, affirma Stéphane. Sandrine secoua la tête. Non. Parce qu'il continuait de t'aimer. Manon dormait toutes les nuits avec ce chien en peluche que tu lui avais offert. Ça me rendait encore plus folle de rage. Pour la première fois depuis des jours, il toucha sa main. Elle ne la retira pas. Nous sommes tous les deux brisés, dit-il. Elle serra sa main, désespérée. Ils ont déjà payé le prix, Stéphane. Il l'attira à lui et ils pleurèrent ensemble dans cette pièce vide. Les jours devinrent des semaines. Stéphane ne partit pas. Il se levait, achetait à manger, nettoyait, parlait aux enfants. Un après-midi, Manon monta de la cave. Tu vas repartir? Non. Tu l'as déjà dit. Tu as menti. Pourquoi ce serait différent? Stéphane prit une profonde inspiration. Parce que cette fois, je comprends ce que j'ai perdu. Je sais ce qui est important. Et qu'est-ce qui est important? Vous. Seulement vous. Elle s'approcha et posa sa petite main sur sa joue. Tu pleures. Il ne s'en était même pas rendu compte. Puis, dans un mouvement rapide, Manon le serra dans ses bras. Ce fut court, presque accidentel, mais pour Stéphane, ce fut comme si on lui avait rendu la vie. Cette nuit-là, il dit à Sandrine, nous avons besoin d'aide professionnelle. Les enfants, toi, moi. Avec quel argent? Avec celui que j'ai envoyé. C'est l'argent de notre famille. On peut l'utiliser pour guérir. Elle ferma les yeux, et quelque chose en elle céda. D'accord. La thérapie fut dévastatrice. Il dut entendre Léo raconter comment il avait cessé de parler pour ne pas avoir à admettre que son père l'avait abandonné. Il dut écouter Manon expliquer que ses crises de panique avaient commencé quand elle avait rêvé que son père était mort. Chaque mot était un poignard. Mais il y eut aussi des moments de lumière. Un jour, Léo lui demanda de jouer avec lui. Une autre fois, Manon s'endormit dans ses bras. Avec Sandrine, c'était plus compliqué. Ils admirent que leur mariage était brisé bien avant Lyon. 3 mois passèrent. Stéphane trouva un travail de vendeur de voitures d'occasion. Ils dînaient ensemble, par terre, mais ils étaient ensemble. Un samedi matin, Stéphane entendit un bruit étrange. Il descendit à la cave. Léo et Manon jouaient. Ils riaient. Sandrine était assise sur les marches, les regardant, des larmes aux yeux. Il s'assit à côté d'elle. Ils y arrivent, murmura-t-il. Nous y arrivons, corrigea-t-elle en prenant sa main. Une nuit, Sandrine lui dit, j'ai parlé à un avocat. Sur ce que j'ai fait. Il dit que techniquement, c'est de la maltraitance. Qu'on pourrait me retirer la garde. Pourquoi lui as-tu demandé ça? Parce que je dois affronter ce que j'ai fait. Tout comme toi. Être brisé n'est pas une excuse pour briser les autres. Alors nous l'affronterons ensemble, dit-il en la prenant dans ses bras. 6 mois après ce jour terrible, la famille était au parc. Léo et Manon couraient en riant. Sandrine était sur un banc, souriant. Regarde-les, dit Stéphane. Ils vont bien. Nous essayons, corrigea Sandrine. Ce n'est pas la même chose, mais c'est suffisant. Manon accourut vers eux, une petite fleur jaune à la main. C'est pour toi, papa. Pour que tu n'oublies pas. Que je n'oublie pas quoi? Que tu es revenu. Et que tu es resté. Il la serra fort contre lui. Je ne l'oublierai jamais. Je te le promets. Et cette fois, ce fut une promesse qu'il tint. Les années passèrent. Ils déménagèrent dans une petite maison en Normandie. Léo reparla d'être astronaute.
Manon eut son chien, quel aplat espoir. Stéphane n'est jamais redevenu millionnaire. Il rentrait à la maison à l'heure. Sandrine devint psychologue, aidant d'autres familles en crise. Un jour, Léo, devenu adolescent, lui demanda « Pourquoi tu es vraiment parti ?» Stéphane répondit avec honnêteté. « Parce que j'étais égoïste. J'ai cru que le succès était plus important que vous. Je me suis trompé. » Léo le regarda longuement, puis le serra dans ses bras. « Merci d'être resté, papa. »« Merci de m'avoir laissé rester », murmura Stéphane en retour. Il avait appris que l'amour sans présence est vide. Il avait appris à aimer vraiment seulement lorsqu'il avait tout perdu. Parfois, il rêvait encore de cette cave. Mais alors il entendait les respirations calmes de ses enfants, sentait la main de Sandrine chercher la sienne dans le noir, et il se rappelait qu'il n'était plus dans cet enfer. Ils en étaient sortis. Ensemble. Avez-vous déjà dû faire face aux conséquences de vos décisions d'une manière qui vous a changé à jamais? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et si ce récit vous a touché, partagez-le. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui vous feront sentir, penser et peut-être voir le monde un peu différemment.